Bonjour à tous. Il y a quelque temps, je faisais un petit épisode, voire un long épisode, d'environ 1 heure, sur la bataille d'Héraclée, et le fait que les victoires à la Pyrrhus ne reflétaient pas du tout le talent militaire de Pyrrhus lui-même, même si c'est l'expression qui est restée. Alors, je promettais de faire un épisode sur Cannes. Oui, je vais en faire un, mais pas tout de suite, puisque Cannes est une bataille assez connue, et que j'ai envie de faire une bataille un peu plus discrète que Cannes d'abord. Donc, je vais vous parler de Rome, de Carthage, des guerres puniques, puis on va commencer par la première, histoire de respecter le fil historique. Et alors, au début, Rome et Carthage, eh bien, elles sont alliées. Ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est de savoir pourquoi elles passent ennemies, et surtout, pourquoi est-ce que cette bataille des îles Égates, qui a lieu en moins 241, après plus de 20 années de guerre entre les deux puissances montantes de la Méditerranée occidentale, à cette période, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle est si décisive? Parce que, allez, je vous vends la mèche un tout petit peu, le monde aurait pu passer carthaginois. C'est-à-dire que nous, on est dans une version de l'histoire où Rome a dominé pendant plusieurs siècles, mais si Carthage avait gagné cette bataille, peut-être qu'on aurait eu un empire carthaginois qui aurait eu à peu près les mêmes propriétés que l'Empire romain, à quelques exceptions culturelles près, qui auraient fait que ça aurait été différent. Mais, voilà, dans cette date de l'histoire, c'est vraiment le choc à armes égales entre Carthage et Rome. Armes égales, mais différentes, c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque dans cette première guerre punique, eh bien, rien va se passer comme prévu par rapport à ce qu'avaient pu imaginer les sénateurs romains ou le Conseil des Anciens de Carthage. Puisque, à cette époque, Rome est plutôt une puissance terrestre, et elle va devoir se doter d'une marine, tandis que Carthage est une puissance maritime, et en fait, elle va plutôt bien se comporter sur Terre. C'est le monde à l'envers, et ça se solde aux îles Égates. Je vais vous détailler tout, donc depuis le début de la guerre punique jusqu'au dénouement, avec toutes les conséquences qu'il y a. C'est parti, et on passe en voie virtuelle. Tout d'abord, rappelons le contexte historique de la première guerre punique. Rome et Carthage sont deux proto-empires des années moins 260 qui se connaissent bien et qui ne sont pas si différents l'un de l'autre. Fondée de manière légendaire en moins 814, par la reine Didon, une exilée phénicienne, Carthage est une cité marchande. Véritable poste avancé de la vieille Tyr à l'ouest de la Méditerranée, la colonie devient vite indépendante. Elle garde néanmoins le panthéon phénicien, l'esprit de commerce par voie maritime, et une langue sémitique. Sa force est donc issue de sa redoutable flotte de guerre, et de la richesse de ses échanges. N'ayant pas une tradition démocratique, mais baignant dans un monde de culture grecque, Carthage a progressivement évolué de la royauté vers l'oligarchie. Son Sénat ressemble à la Gérousie des Spartiates, autrement dit, un conseil des vieillards, et elle élit à sa tête de suffète, 2 magistrats ayant des pouvoirs régaliens. Rome, au contraire, a été fondée en moins 753, par Romulus, un enfant abandonné et élevé par une louve, selon la légende. Mais si la mythologie carthaginoise évoque l'entente, l'intelligence, ou les traits d'esprit, comme lorsque Didon demande un territoire aussi grand que celui que pourra recouvrir la peau d'une vache, la mythologie romaine est beaucoup plus violente, et axée sur le conflit. Du meurtre fratricide de Rémus à l'enlèvement des Sabines, tout porte Rome à devenir une puissance terrestre, forgée à la pointe du glaive. D'abord sous domination étrusque, la jeune cité fait tomber la royauté en moins 509 pour devenir une république. Cette république, loin d'être incorruptible, est rigoureusement organisée selon un système de classes reposant sur la richesse des citoyens. Les plus prospères, à savoir les patriciens, occupent les postes les plus importants. Les pouvoirs régaliens sont exercés par 2 consuls élus pour 1 an, sauf en cas de crise où un dictateur peut être élu par le Sénat. Ayant eu à batailler contre tous ses voisins étrusques, Volsques, Samnites ou Lucaniens, Rome fonde sa puissance sur la terre possédée et les ressources agricoles. Sa marine est quasi inexistante, mais ses légions ont déjà prouvé une certaine valeur en se mesurant aux puissantes armées de Pyrrhus. Certes, le modèle de la Légion était hoplitique à l'origine, mais désormais, Rome développe son propre modèle, tout en gardant des emprunts au monde grec, comme l'emploi de vélites, des troupes proches des peltastes, et en conservant l'organisation en pseudo-phalange des 3e lignes des légions. Le panthéon romain se rapproche également des divinités grecques au cours des siècles, et la conquête de territoires grecs en Italie du Sud rend la civilisation romaine de plus en plus hellénisée. Sa langue, le latin, reste néanmoins originale, et est à l'origine les langues parlées par les tribus du Latium, la partie centrale de l'Italie.
Les deux cités, Rome et Carthage, se ressemblent donc beaucoup. Elles ont même signé des traités commerciaux, comme en 306, puis des signatures d'alliances défensives, comme en 279, contre Pyrrhus. L'alliance romano-carthaginoise ne dure néanmoins pas au-delà de l'année 275. Sans menace grecque ou épirote pour souder leurs liens, les deux puissances se retrouvent face à face. Rome s'assure dans un premier temps qu'aucun général grec ne viendra sauver les villes de Campanie, puis Pie-Terente, en 272, pour lui faire payer la guerre difficile qu'elle avait déclenchée entre Rome et Pyrrhus, dont elle avait été l'alliée. Poursuivant sur sa lancée, Rome annexe tout le sud de l'Italie en 267, par la capture de Brindisium. Côté carthaginois, les appétits de conquête sont également présents, l'oligarchie a un empire maritime à étendre. La Sicile, riche en blé et en artisanat, est une île prospère détenue par les Grecs. Il s'agit aussi d'un passage stratégique du commerce, d'une passerelle navale établie entre l'Afrique, l'Italie et le monde grec. Sans un général de la trempe de Pyrrhus pour les défendre, les colonies hellénistiques tombent les unes après les autres, mais à un rythme plus lent, en raison du terrain accidenté, et aussi car les troupes carthaginoises ne sont pas aussi aptes à la conquête que les légions romaines. À l'aube de la première guerre punique, seule Syracuse est encore indépendante. Rome et Carthage se retrouvent dans une situation de guerre froide, chacune n'osant guère mettre un pied en dehors de sa zone d'influence, l'Italie continentale pour Rome et la Sicile pour Carthage. Mais il reste des points de tension. Par exemple, le peuple des Mamertins contrôle le détroit de Messine. Mais la prise de Reggio de Calabre par les Romains, en 270, les prive d'alliés. C'est une occasion rêvée pour le nouveau tyran de Syracuse pour essayer de soumettre leur cité, à savoir Messine, en 269. Les Mamertins appellent autant Rome et Carthage au secours. La flotte carthaginoise, plus prompte, débarque et repousse les forces de Syracuse. Carthage profite de l'occasion pour établir un protectorat sur Messine, ce qui déplaît aux Mamertins, pris à leur propre piège. La guerre est donc déclenchée lorsqu'une ambassade des Mamertins se rend à Rome pour y trouver oreille. Le Sénat a longtemps hésité, se mesurer à Carthage, alors au fait de sa puissance, n'est pas une chose aisée. Toutefois, les Mamertins proposent de se soumettre intégralement, corps et bien, au peuple romain, ce qui en fera de fidèles alliés, eux qui sont plutôt réputés pour être des mercenaires, sans aucune parole. Certains riches patriciens ont des intérêts en Sicile, et dans la Campanie. D'autres craignent peut-être que Carthage ne se serve de Messine comme tremplin pour envahir Reggio de Calabre, après la conquête probable de Syracuse. L'intervention en faveur de la protection des Mamertins est donc douteuse pour justifier l'entrée en guerre, en 264. Passons maintenant au déroulement des opérations pendant la première guerre punique, afin d'arriver jusqu'à la bataille des îles Égates. Longue de 23 ans, la première guerre punique connaît plusieurs phases. La première voit des succès romains, tant sur terre, ce qui était attendu, que sur mer, ce qui créait la surprise. En effet, les Romains s'appuient sur les villes grecques fraîchement conquises comme Naples, Tarente ou Antium, pour lever des équipages de trières. La marine passe d'une vingtaine de navires à plus d'une centaine. Cet effort de guerre est colossal et permet à Rome de débarquer 4 légions d'environ 40 000 hommes, en Sicile. Ces chiffres sont raisonnables et dans la continuité des guerres de Pyrrhus. Les Romains peuvent donc assez vite impressionner Syracuse pour s'en faire une alliée et protéger le peuple des Mamertins, au point de les annexer. Rome ne s'arrête pas là. Acragas, une cité grecque devenue carthaginoise, est assiégée en 262. Carthage réagit en envoyant une armée de secours forte de 50 000 hommes. Les légions, affamées par manque de vivres envoyés par voie de mer, sont en fâcheuse posture. Néanmoins, elles s'emparent du bagage de l'armée carthaginoise et parviennent à défaire l'armée de mercenaires. Par ce retournement de situation, Rome s'empare des provisions carthaginoises, d'un butin lors du sac de la ville, et de plus de 25 000 habitants qui deviendront esclaves. Ce début de campagne victorieux permet à Rome de financer la construction d'une flotte de quinquérèmes, capable de rivaliser avec celle de Carthage. Pour compenser l'inexpérience des équipages romains, le consul Duilius adopte l'usage du corbeau, possiblement inventé par Archimède. Véritable pont-levis installé sur les galères romaines, il permet aux légionnaires de franchir 11 mètres qui les séparent d'un autre navire sur un couloir sécurisé par des boucliers installés de chaque côté. Cette invention, qui permet d'adapter le combat terrestre en haute mer, est à l'origine du premier triomphe naval romain, en 261, à la bataille de Milet. Désormais quasi maîtres de la Sicile, les Romains s'enhardissent sur les flots, et affrontent Carthage au cap Ecnum en 256.
Il s'agit de l'une des plus grandes batailles navales de l'Antiquité, bien décrite par Polybe, où plus de 300 navires de part et d'autre s'affrontent. L'avantage va une fois de plus à Rome. Ce qu'il faut noter, c'est que les suffètes carthaginois, Hamilcar Barca et Anon le Grand, ne parviennent pas à coordonner leurs efforts pour briser une flotte romaine compacte et orientée en fer de lance pour briser leur centre. En moins 256, Rome a donc désormais le champ libre pour envahir l'Afrique. Maîtresse des flots et de l'essentiel de la Sicile, elle essaye de porter le coup de grâce, dans une guerre qui dure depuis 8 ans. Le consul Régulus est envoyé avec plus de 15 000 hommes pour faire plier Carthage. Mais les exigences de paix romaines sont beaucoup trop dures, et les négociations échouent. Alors pourquoi les négociations échouent après 8 ans de guerre, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Carthage accepte? Eh bien c'est parce que quand Rome fait des négociations de paix à l'époque, c'est pas des négociations cool. Petit exemple, Régulus. Ça avance avec les propositions suivantes. Pour avoir la paix, il faut donner à Rome la Sicile et la Sardaigne. Ça peut s'entendre. Mais il faut aussi payer les indemnités de guerre, ce qui fait mal au bout de 8 ans, donner un tribut annuel, ce qui fait encore plus mal, limiter la marine de guerre carthaginoise à un certain nombre de vaisseaux, ce qui est encore plus inacceptable, et ce n'est pas fini. Il faut en plus soumettre la politique étrangère de Carthage à l'approbation du Sénat romain, une belle humiliation, et le Régulus va en plus exiger le fait que Carthage puisse venir en aide à Rome en cas de besoin. Là, on a un petit peu Rome qui se souvient qu'avant, Carthage était une alliée et que ce serait plutôt bien de continuer à l'avoir comme allié. Mais après l'avoir bien humilié d'abord, hein, donc Carthage ne va pas accepter, parce que c'est juste pas une paix, c'est juste une soumission. Et Carthage va faire appel à Xanthippe. Qui est Xanthippe? Xanthippe est un général spartiate, et c'est intéressant de voir pour quelle raison, eh bien, Carthage a choisi un spartiate pour les aider. En fait, il faut se souvenir que pendant les guerres entre Pyrrhus et Rome, Pyrrhus avait remporté difficilement contre la Légion. Mais il était reparti en territoire grec, où il avait également été vaincu par les Spartiates. Donc si les Spartiates pouvaient vaincre Pyrrhus, les Spartiates pouvaient peut-être vaincre Rome. Donc Carthage s'est mise à combattre, entraînée par les Spartiates. Mais avec ses éléphants de guerre. Ce qui fait aussi une belle différence. Au cours de l'année 255, Xanthippe va donc entraîner les citoyens carthaginois et les alliés libyens et numides de Carthage à combattre en formation hoplitique. Ça peut paraître surprenant, puisque les hoplites avaient été vaincus depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, par des systèmes tels que la phalange et la légion. Mais, eh bien, là c'est différent. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire c'est qui le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant? Ça se compare pas. La légion n'est pas plus forte que la phalange n'est pas plus forte que la légion. Ça dépend des circonstances, de l'âge du capitaine, du commandement, du terrain, de pourquoi ça... voilà. Donc en fait, légion, phalange, hoplite, c'est un peu l'infanterie lourde de cette époque, et tous les systèmes peuvent gagner, en fait. Et donc ce qui va se passer lors de la bataille de Tunis, c'est que Légion et Phalange vont s'affronter frontalement. Les Carthaginois ne sont forts que de 12 000 hommes, les Romains que de 15 000. Seulement, même s'il y a des vélites côté romain pour lancer des javelots sur les éléphants, on ne parle pas d'une charge de 40 éléphants comme au temps des guerres de Pyrrhus, on parle d'une charge frontale d'une centaine d'éléphants. Donc je pense que cette concentration massive d'éléphants a dû faire peur aux Romains, ou surtout n'a pas pu être enrayée par des tirs de javelots. Les vélites n'étaient pas assez nombreux, et en plus la cavalerie carthaginoise est forte de 4000 hommes contre seulement 500 cavaliers côté romain. Donc la légion est complètement broyée sur ses ailes et complètement écrasée sur son centre. Donc ça se passe mal pour la légion, et un mur hoplitique qui avance derrière la charge d'éléphant,
eh bien ça rend le cours de la bataille totalement, on va dire, en faveur des Carthaginois. On parle de peut-être 13 000 morts côté Légion. C'est une défaite cinglante. Alors je ne fais pas mon épisode sur la bataille de Tunis, mais c'est pour vous dire qu'à cette époque, la Légion, c'est pas la super machine de guerre qui va gagner toutes ces batailles, hein. C'est juste une formation d'une puissance montante qui marche plutôt bien, mais elle n'est pas invincible. Et les hoplites africains entraînés à manière spartiate, ça marche très bien aussi. À la suite de cette bataille de Tunis, qui porte aussi d'autres noms, mais bon, je vais faire Tunis parce que ça parle bien avec l'époque actuelle, eh bien Régulus est capturé. Aïe. Aïe pour Rome qui perd un consul. Et c'est le moment où la propagande romaine se met en place, parce que comment justifier une guerre qui dure plus de 8 ans? Les deux camps sont épuisés, hein, autant Carthage que Rome à cette époque. Et il faut dire aux citoyens romains, chers citoyens, vous allez devoir continuer la guerre. Comment faire? Eh bien Rome va tout simplement discréditer son adversaire. Elle va commencer à mettre en œuvre toute une propagande qui va faire apparaître Carthage comme perfide et déloyal, alors qu'auparavant c'était un allié plutôt fidèle, du moins du temps de Pyrrhus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va dire que Régulus, après avoir été capturé, aura été torturé à mort, en ayant les paupières donc arrachées, et en étant, alors suivant les versions, piétiné par un éléphant, mis dans un tonneau et puis dévalé le long d'une pente, ou attaché à un poteau au soleil pour devenir aveugle, et puis avec du miel dans ses blessures pour que les insectes viennent ensuite effectivement raviver ses plaies. On a toute une série de contes, mais les Carthaginois n'ont jamais torturé Régulus. Ils ont été plutôt sympas, l'ont mis sur un navire lors d'un échange de prisonniers. Le navire a coulé. Ah, c'est bête. Mais a priori, Régulus n'a pas été torturé. Et donc toute cette campagne de dénigrement de Carthage va porter ses fruits. Même encore aujourd'hui, hein, on pense que les Carthaginois sacrifiaient les enfants aux dieux Baal ou Moloch. Ça paraît peu probable. À cette époque, les sacrifices humains n'existent plus. Mais dans l'imaginaire 19e siècle, oui, on avait l'impression que les Carthaginois sacrifiaient des enfants. Donc, oui, il y a peut-être des traces archéologiques qui prouvent que il y a des squelettes de petite taille sacrifiés, mais c'est peut-être dans l'incendie final de Carthage, un siècle plus tard, où des actes de désespoir ont pu avoir lieu. Maintenant, voilà, il faut quand même comprendre que Rome adore dénigrer Carthage en disant « Oh, qu'ils sont vilains! Oh, ils sacrifient des enfants! Oh, ils ont torturé notre consul! Vite, continuons à faire la guerre, on ne peut pas accepter ça !» Et c'est ce qui se passe. À partir de moins 255, eh bien, c'est Carthage qui domine le cours du combat contre Rome. Et Rome est bien embêtée, puisque le cours de la guerre se renverse. Elle qui pensait vaincre Carthage se retrouve en fâcheuse posture, d'autant plus que ces fameux corbeaux installés sur ces navires rendent les navires instables et peu maniables, puisque forcément on crée une superstructure qui prend un peu plus le vent, qui fait tanguer un peu plus le bateau en cas de tempête, et c'est ainsi que Rome perd peut-être l'essentiel de sa flotte, et peut-être 100 000 hommes, qui sont donc qui font partie de l'équipage, au cours d'un violent orage en 255. Donc Carthage n'y est pour rien, mais le corbeau de Dulus était une fausse bonne idée. Oups, là on peut dire que Rome est un petit peu dans l'embarras, puisqu'ils n'ont pas réussi à arrêter une guerre au moment le plus favorable pour eux. Et avant d'arriver aux îles Égates, eh bien il va y avoir plusieurs années de guerre, où Hamilcar Barca va mener une terrible guérilla en Sicile, et il va reconquérir une partie du terrain, ou alors dévaster des villes, ce qui fait qu'en fait la Sicile n'est pas du tout une prise de guerre pour Rome, ça va devenir le Vietnam de Rome. Ils vont envoyer des légions, ils vont essayer de contrôler le terrain, mais ils n'y arriveront pas, et ils auront des pertes. Et ça passe de plus en plus mal auprès de la population romaine, puisque les pertes de la Légion, ce sont des citoyens romains. Et on estime que 17% de la population de Rome, ou alors une vingtaine de pourcents pour simplifier,
va commencer à périr, ou en tout cas la population romaine décroît au cours de cette première guerre punique, ce qui indique de terribles difficultés. Tandis que les pertes pour les Carthaginois, ce sont des mercenaires, donc des étrangers. C'est l'argent de Carthage qui certes est dépensé, mais les citoyens carthaginois ne souffrent pas dans leur chair de la guerre, hein. Donc ils ont juste à dépenser de l'argent, c'est un peu moins pénible. Au contraire, pour les batailles navales, eh bien, les Romains comptent sur leurs alliés. Donc perdre une bataille navale pour Rome, c'est pas très grave. Par contre, pour les alliés de Rome, donc les cités qui sont dans l'alliance, enfin qui sont soumises à Rome, oui, ça, c'est pas terrible. Mais la population de droit romain s'en fiche un peu plus. Par contre, perdre des navires pour Carthage, c'est très grave, car les équipages sont carthaginois. Ce sont eux les citoyens qui sont dans les navires de Carthage. Et ça, c'est important pour comprendre la suite, puisque Carthage, tout repose sur sa flotte. Sa flotte, c'est à la fois son argent, ses matières premières, son travail et ses citoyens. Donc il ne faut surtout pas que Carthage ait de trop grosses pertes navales. Ça ferait un choc psychologique terrible. Et par contre, pour Rome, il ne faut surtout pas de trop fortes défaites terrestres. Et donc les deux camps vont un petit peu s'observer, faire des combats de guérilla, mais il n'y aura plus jamais d'engagement qui pourrait être trop important de part et d'autre, parce qu'en fait, Rome et Carthage, à cette époque, c'est deux boxeurs au 15e round. Ils en peuvent plus. Le moindre coup peut être fatal. Donc la moindre bataille peut devenir décisive parce qu'elle peut faire complètement effondrer le moral de l'un des deux camps. Alors je vais essayer d'aller vite sur ces quelques années de guerre qui nous séparent des îles Égates, et je vais redonner la parole à ma fameuse voix virtuelle, parce que c'est plus simple. En moins 254, Carthage n'exploite pas son avantage, à la suite de dissensions internes. Un général étranger, comme Xantippe, a suscité des jalousies et doit interrompre son service. Au lieu de frapper Rome en plein cœur, avec une expédition punitive, Carthage ne se sert de sa supériorité navale que pour protéger la Corse et la Sardaigne, plus utile à ses yeux que la Sicile ravagée. Rome en profite pour consolider sa progression en Sicile en capturant les positions de son adversaire, tels Tyndaris et Panormos, cette dernière étant implacablement rasée. Un suffète populaire, en dépit de ses défaites, comme Anon, considère que la conquête de la Numidie et la côte africaine est une entreprise plus rentable pour financer les caisses de l'oligarchie. Cette campagne disperse les forces de Carthage qui ne peut prendre l'offensive. L'initiative est donc laissée à Rome de grignoter la Sicile, jugée comme théâtre d'opérations secondaires, année après année. Chaque camp étant épuisé, l'intensité des combats diminue, et le nombre des engagés fait de même. Il faut attendre moins 249 pour assister à une bataille navale d'importance, à Drépane, où plus de 200 galères s'affrontent. Les Romains voulaient surprendre les Carthaginois au mouillage, mais des manœuvres de nuit ont dispersé leur flotte, et celle-ci se rassemble contre la côte. Le commandant carthaginois, Adherbal, profite de la confusion romaine pour sortir en pleine mer, bien déployer sa flotte avant d'éperonner ou d'aborder les navires romains pris au piège. Rome limite l'importance du désastre en échouant une partie de ses trirèmes et en effectuant une sortie avec 30 autres. Les succès carthaginois s'enchaînent, avec des batailles navales secondaires, mais aussi l'arrivée d'Hamilcar Barca, pour mener une guérilla incroyable en Sicile, dès moins 248. Avec environ 20 000 mercenaires d'origine ibérique, il arrête les légions, et provoque une guerre d'attrition. Ces opérations combinées entre assauts terrestres, coups de main ou embuscades, ou batailles navales, mettent à mal les conquêtes romaines. Depuis sa base d'Eryx, il permet à Carthage de demeurer invaincu sur terre, et à Rome d'être au bord de l'effondrement en moins 243. Carthage, néanmoins, est, elle aussi, au bord de la banqueroute. Obligée de désaffecter l'essentiel de sa flotte de guerre, elle démobilise les marins et se contente de maintenir les effectifs au strict minimum. Toutefois, lorsque Rome reconstruit une flotte en moins 241, d'environ 200 puissantes quinquérèmes, avec pour objectif de capturer les Libés, le dernier comptoir fortifié d'importance de Carthage, la cité-mère est obligée de réagir et envoie Anon à la rencontre des consuls Catulus et Falto avec une armada équivalente de 250 quinquérèmes. Le tableau est dressé, ce sera la bataille décisive de la première guerre punique.
Alors à ce stade de la vidéo, vous vous dites 250 quinquérèmes carthaginoises contre 200 quinquérèmes romaines. Normalement, c'est Carthage qui gagne. Eh bien l'histoire, elle aime bien les coups de théâtre et elle aime bien l'ironie. Ce qui va se passer, c'est relativement drôle, du moins du point de vue romain. Côté carthaginois, ça fait plutôt pleurer. Donc, allons-y. Et je dois aussi vous dire, on manque de sources sur cette bataille des îles Égates. Elle est très peu documentée par rapport à son importance. Pour vous donner une petite idée, eh bien, on ne connaît même pas le plan de bataille. Et on ne sait même pas comment elle s'est déroulée exactement. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des suppositions. Donc tout ce que je vais dire, bien sûr, est à prendre dans l'état actuel des connaissances. Hein. Si un jour on trouve un plan de bataille, un témoignage, ça remet tout en question. Donc, je vais raconter les choses d'abord du point de vue romain. Les Romains, ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent, 2 ans qu'ils lèvent des fonds pour avoir donc des bateaux auprès des patriciens les plus riches qui ne sont pas encore ruinés, pour justement financer cette armada. Donc les Romains, ils ont le moral gonflé à bloc. Et ils savent bien sûr que si jamais ils perdent cette bataille, a priori, le Sénat romain devrait signer les conditions de paix plutôt à l'avantage de Carthage. Donc a priori motivés pour gagner. Et surtout les deux consuls s'entendent, donc ils sont plutôt unis dans leur commandement. C'est un point qui est très important à soulever. Donc Carthage n'a pas cette unité qu'affiche Rome en fin de conflit. Donc ça c'est un point positif pour Rome. Et surtout, Rome a enfin abandonné le corbeau, parce que le corbeau ne sert à rien. C'était un avantage, c'était un gadget technologique pour mieux aborder, mais les Romains se sont rendus compte que ça servait à rien pour manœuvrer les bateaux, pour aller vite, et puis en cas de tempête, eh bien ça faisait plus couler la flotte avant même de parvenir au contact de la flotte adverse. Donc, pas la peine d'utiliser les corbeaux. Et les Romains vont combattre comme des Grecs. Là-dessus, et autant le clarifier, parce que combien de fois dans les livres d'histoire j'ai vu « la marine romaine est supérieure grâce aux corbeaux ». Bah ouais, mais bon, c'est une invention qui n'a servi qu'une petite dizaine d'années, ou en de rares cas ultérieurement. Mais globalement, les corbeaux, c'est plus un désagrément qu'un atout stratégique pour les Romains. Et les Romains, si je prends les sources romaines, vont se dire « Ok, on peut intercepter la flotte de Hannon, eh bien on va le faire, on va faire une attaque surprise. » Et ils vont faire une attaque par vent contraire. Donc normalement c'est très mauvais, parce que bien sûr, avec un vent contraire, eh bien vous allez moins vite, vous pouvez donc moins faire de dégâts en éprenant. Donc a priori c'est une mauvaise idée. Mais là où les Romains sont audacieux et vont réaliser leur pari, c'est qu'ils vont alléger au maximum leur quinquérème. Ils vont abattre les mâts, laisser les voiles sur la grève, ils vont peut-être même jeter les ancres à la mer pour alléger leur bateau au maximum, et ils vont pouvoir ramer aussi vite que possible vers la flotte carthaginoise. Alors je sais pas comment ils ont fait pour récupérer leur bateau après la bataille, c'est un autre sujet, c'est pour ça que je dis, toutes les sources sont sujettes à caution. Mais en tout cas, tant qu'ils sont dans l'eau, ils sont très rapides. Et ils font tout à la force de la rame, et ça leur a servi. Donc on a une flotte romaine qui est extrêmement mobile, extrêmement maniable. Et ça, c'est un gros atout. Côté carthaginois, eh bien c'est tout le contraire. On a des bateaux qui sont lents. Pourquoi sont-ils aussi lents? Parce qu'ils sont chargés d'une cargaison de vivres pour ravitailler les troupes d'Hamilcar en Sicile. Donc il y a du blé à bord, et il y a peut-être même des métaux précieux, notamment de l'argent, pour payer les mercenaires d'Hamilcar. Donc, qui dit bateau lent, qui dit bateau chargé, dit bateau lent. Donc peu apte à manœuvrer. Et Hannon, je pense qu'il voit la flotte donc des consuls romains approcher, mais Hannon n'a pas le bon réflexe. Alors, auparavant, avant d'arriver à ce stade critique, ce qu'aurait pu faire Hannon, c'est bien, il aurait pu tout simplement décharger sa cargaison de vivres et de blé dans le port de l'Élybée, et il aurait pu
attendre Hamilcar avant de se présenter pas loin de la flotte romaine. Il aurait pu faire monter à bord les mercenaires d'Hamilcar pour avoir des équipages au complet. Donc, mais il l'a pas fait. Donc en fait, les navires carthaginois sont à la fois chargés d'une cargaison inutile, et en plus, ils sont en sous-effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hommes à bord pour tous les... pas pour les défendre, tout simplement. Donc c'est vraiment le sous-effectif carthaginois qui va être un désavantage pendant cette bataille. Qui plus est, eh bien, les Carthaginois avaient démobilisé leur flotte dans les années moins 240. Donc là, ils ont plein de nouvelles recrues qui ne sont pas toutes très expérimentées, ni très enclines au combat. Il y a une certaine lassitude de la guerre. Bon, ça c'est encore un point négatif. Et Hannon, eh bien, il ne s'entend pas avec Hamilcar. On l'a déjà vu avec le cap Ecnum, où les deux suffètes n'ont pas réussi à coordonner leurs efforts pour contrer la flotte romaine. Donc Hamilcar, qui aurait pu servir d'appui à Hannon, ne l'a pas fait. Alors peut-être qu'Hamilcar ne le voulait pas, peut-être qu'Hannon ne le souhaitait pas, peut-être que c'était tout simplement les institutions carthaginoises qui étaient ainsi, puisque les suffètes étaient choisis dans deux familles rivales pour éviter toute tyrannie. Donc les suffètes, au lieu de coopérer l'un avec l'autre, avaient plutôt tendance à faire en sorte que l'autre échoue dans ses entreprises pour mieux se faire voir auprès du Sénat carthaginois. Et donc là, c'est dommage, puisque cette rivalité, au lieu d'avoir été source d'émulation, a été source de discorde. Et Hannon n'a pas du tout profité de la flotte d'Hamilcar, qui aurait pu lui venir en aide. Donc ça, les Romains n'en parlent pas trop. Et donc forcément, 250 navires, lents, en sous-effectif, et commandés par une buse, commandés par quelqu'un qui n'est pas forcément excellent sur les flots, ça fait toute la différence. Parce que c'est vrai que Hannon aurait encore pu se dire « Les navires romains avancent vers moi à la force de la rame, ils n'ont pas de mât, donc en fait, si je recule, eh bien les rameurs vont se fatiguer. » Alors c'est vrai, il aurait pu avoir le vent contraire si jamais lui reculait. Mais il aurait pu aller de côté, il aurait pu contourner, faire des manœuvres d'évasion, en fait, tout simplement, il aurait pu mettre de la distance entre lui et la flotte romaine. Et ben ce n'a pas été le cas. Il est allé au contact tout de suite, sans se poser de questions, parce qu'il pensait gagner facilement, sûr de la supériorité supposée de Carthage sur Rome. Et suite à cette erreur d'appréciation terrible, eh bien, la défaite des îles Égates pour Carthage est redoutable. C'est surtout la défaite d'Hannon, qui perd quelque chose comme 70 navires qui sont coulés, et une trentaine qui sont capturés. Donc c'est un énorme désastre, puisque il y a normalement, sur une flotte qui fait dans les quoi, je sais pas moi, dans les 250 navires, ça fait environ la moitié de sa flotte. Franchement, c'est... enfin voilà, c'est des pertes qui sont titanesques, non seulement en hommes, mais aussi en matériel, en capital pour Carthage. Donc, le choc psychologique pour Carthage est énorme. Parce que perdre la flotte, c'est perdre un peu la fierté de la nation, perdre tout ce qui fait, je dirais, le déploiement de la puissance. Et donc il faut signer la paix. L'oligarchie carthaginoise, le Conseil des Anciens, ou les 104, on ne savait pas trop lequel avait, on va dire, le dernier mot dans pareil cas de figure, eh bien il entérine la défaite carthaginoise et dit « Ok, stop, c'est plus la peine de continuer la guerre si jamais on a perdu cette flotte. » Et ça, c'est dommage. Enfin, dommage pour Carthage, parce que Rome, pour le coup, va profiter de cette victoire pour appuyer de terribles exigences de paix. Passons maintenant au bilan de la bataille des îles Égates. Alors la première des choses qu'il faut dire, c'est que Carthage va capituler et accepter de signer la paix, suivant des termes qui sont pires que ceux prévus par Régulus. D'une part, elle doit céder toute la Sicile. Elle doit aussi s'engager à ne jamais attaquer Syracuse, et également à remettre l'ensemble des prisonniers de guerre romains sans aucune rançon.
Et maintenant la partie douloureuse, elle doit verser en 20 ans 2200 talents d'argent. Alors qu'est-ce que le talent d'argent? Eh bien c'est une vieille unité où un talent vaut environ 25 kilos. Donc ça fait environ du 60 tonnes à verser en 20 ans. Donc là, les finances carthaginoises qui étaient déjà mises à mal, eh bien elles le sont encore plus. Il en résulte donc des absences de paiement aux armées mercenaires qui se révoltent, en Sardaigne notamment, et lorsque Carthage va essayer de reprendre le contrôle de la Sardaigne, eh bien Rome va considérer que c'est un nouvel acte de guerre, puisque justement Rome aimerait beaucoup faire main basse sur la Sardaigne. Si vous vous souvenez, c'était l'une des conditions de paix de Régulus. Donc Rome va dire, si vous ne voulez pas la guerre contre nous, à nouveau, eh bien, vous nous cédez la Sardaigne, tout simplement. Et puis, le versement du tribut annuel, il passe non pas de 2200 talents d'argent, mais à 3200 talents d'or. Donc déjà, ce n'est plus le même métal précieux, mais en plus, on arrive à du 80 tonnes environ. Donc c'est nettement pire. Là, Carthage en veut terriblement à Rome et va nourrir une rancœur terrible, qui va préparer d'ailleurs la Seconde Guerre punique. Vu que pour Carthage, ça c'est une nouvelle trahison de la part de son ancien allié. Mais comme Carthage a des problèmes de mercenaires révoltés sur son territoire, et qu'elle doit livrer la terrible guerre des mercenaires, elle ne peut absolument pas répliquer à ce coup de force des Romains sur la Sardaigne et sur la Corse. Côté romain, en revanche, cette paix après la bataille des îles Égates est extrêmement lucrative, puisque, Syracuse reste une alliée et n'est pas vraiment annexée, mais la Sicile devient la première province romaine, et c'est un véritable grenier à blé, ce qu'elle restera pendant de nombreux siècles, et elle a des cités qui peuvent vite devenir prospères. Lorsque Rome fait en plus main basse sur la Sardaigne et la Corse, il y a un véritable afflux de richesses. Et ça fait une différence fondamentale, puisque Rome va pouvoir se remettre beaucoup plus vite de la Première Guerre punique que Carthage, qui va rester une puissance qui est déjà de deuxième ordre face à Rome. Même si, effectivement, la famille des Barca, dont est issu Hamilcar puis Hannibal, va tenter quelque chose en Espagne pour justement avoir plus de terres, plus de mines d'or et d'argent, soi-disant lorsque les Romains s'inquiètent des conquêtes carthaginoises, pour payer la fameuse indemnité de guerre. Mais si jamais on doit marquer, on va dire, d'une pierre blanche ou rouge le début de la conquête romaine, et je dirais le fait que la République commence à devenir impériale, il faut retenir cette date des îles Égates, et ce traité de paix complètement éhonté qui permet à Rome de profiter de la situation et d'exploiter au maximum les richesses de Carthage. Ainsi se termine cet épisode sur la Première Guerre punique et la bataille des îles Égates, qui a été remportée par Rome, non pas parce que Rome était foncièrement meilleur que Carthage, mais parce que les Carthaginois ont sous-estimé Rome et n'ont pas su trouver d'entente entre leurs différents partis. C'est dommage, mais c'est ainsi. Et pour conclure, je dirais que cette Première Guerre punique va appeler la Seconde, parce que les termes du traité de paix sont tellement horribles pour Carthage que un sentiment de revanche va être nourri par Carthage contre Rome. Donc la haine entre les deux puissances, au lieu de s'apaiser, va de nouveau s'élever, et ça c'est extrêmement dommage. C'est une leçon d'ailleurs qu'il aurait fallu enseigner davantage, puisque si cet épisode était plus connu, en 1914-1918, lorsque l'Allemagne a été vaincue par les Alliés, avec l'Autriche-Hongrie, les termes du traité de Versailles ont été tels, en 1919, avec des indemnités de guerre énormes pour l'Allemagne, que l'Allemagne a nourri un sentiment de revanche envers les puissances alliées, et a développé le mythe du couteau planté dans le dos, à savoir que pendant une vingtaine d'années, l'Allemagne n'a jamais accepté les termes du traité, jusqu'au point, bien sûr, de déclencher plus tard la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez,
si jamais les politiques avaient mieux connu leur histoire carthaginoise en 1919, on aurait pu éviter de gros désastres au XXe siècle. Donc c'est la leçon qu'il faut retenir. La paix est précieuse, et pour la garantir, il faut des termes de traité qui soient tout à fait acceptables par la puissance vaincue. Sinon, c'est la guerre dans 10, 20, 30, X années, on sait pas trop. Voilà. Donc, retenez bien ce qui s'est passé aux îles Égates. C'est vraiment très riche en enseignements historiques.